Bonsoir, le 7-8, l'actu, le journal de la rédaction. Merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 comme chaque soir en direct à partir de 18h. Voici les principaux titres qui seront développés. Le pôle Molière au Mureau, un ensemble d'équipements au bénéfice des habitants, écoles, salles de spectacle, de sport, logements, avec pour mot d'ordre la maîtrise de l'énergie. Ce samedi, 4 associations de riverains de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École manifesteront contre les nuisances aériennes. Les plages de silence qu'ils demandent ne sont toujours pas mises en place. Nous en parlerons avec l'une des responsables de ces associations. À la Coupe de France de l'Américaine, une compétition de cyclisme sur piste visuellement impressionnante entre vitesse et passage de relais. Ce sera en fin de journal. Cette organisation réunit ensemble donc sur une journée d'action contre la politique d'austérité du gouvernement. L'image du jour, ce sont donc ces manifestants mobilisés pour l'emploi public et les salaires. Les fonctionnaires à nouveau dans la rue à l'appel de 7 syndicats. Des rassemblements se sont déroulés dans la plupart des départements, dont les Yvelines. Comme ici à Versailles, ils étaient une centaine. L'annonce par le gouvernement du maintien du gel du point d'indice jusqu'en 2017 pour les fonctionnaires a mis le feu aux poudres. On écoute l'un de ces fonctionnaires en colère au micro de Jérémy Ebras. Il y a des augmentations pour certains de temps en temps, mais que pour les hauts cadres. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple, moi je suis dans la police, un commissaire de police peut toucher une prime de 50 000 € et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer des papiers, des crayons ou même embaucher des gens. Je dirais que cela, on peut embaucher au moins 2-3 personnels, voire même un commissaire. On n'aimerait bien pas manifester, juste avoir notre juste dû. On ne demande pas plus, on demande juste que nos droits soient respectés. Une ville qui change de visage. Au Mureau, la rénovation urbaine passe par la réalisation d'un quartier de haute qualité écologique, production d'électricité, récupération de l'eau pour les écoles, les salles de spectacle, encore de sport et les logements. Visite, explication avec Olivier Maniscalco et Jonathan Villeman. Une rénovation urbaine de haute qualité environnementale. C'est au Mureau, sur 70 hectares et 6 quartiers, que s'opère un vaste chantier depuis septembre 2012. Crèche, école maternelle et primaire, centre de loisirs et ludothèque, le pôle Molière proposera dès la rentrée prochaine ses multiples activités, tout en s'intégrant parfaitement à l'environnement. Ce qui est important dans ce bâtiment, ça a été toute la question énergétique et le développement. Donc il y a eu tout un travail à la fois sur la construction des bâtiments, donc sur le traitement des façades avec des systèmes d'isolation par l'extérieur. On a créé des boîtes isolées, si on peut se permettre, donc qui consomment le moins possible, mais qui sont également les plus lumineuses. On passe sur des bâtiments qui consomment donc très peu. On est sur des consommations de chauffage qui sont inférieures à 15 kW par mètre carré et par an. Les bâtiments passifs deviennent même positifs grâce à l'action des 450 mètres carrés de panneaux photovoltaïques placés sur les toits. Le pôle Molière produit donc plus d'électricité qu'il n'en consomme et pourra réinjecter l'énergie dans le réseau public. Les eaux pluviales sont également récupérées et filtrées via des noues creusés dans la rue et le long des bâtiments. Des aménagements écologiques qui ont coûté plus cher qu'un projet classique, mais qui au fil du temps s'avéreront rentables. L'investissement qu'on fait sur un bâtiment doit se compter sur le long terme. Donc là, effectivement, l'investissement sur le long terme, vu les économies d'énergie qu'on va faire, vu de ce point de vue-là, le bâtiment n'est pas plus coûteux. Ce qui est coûteux aujourd'hui, c'est l'entretien des bâtiments du 19e siècle. C'est le grand débat. Que faire de ces vestiges du 19e siècle qui sont certes beaux et très, très, très bien à l'usage, mais qui d'un point de vue énergétique est totalement décalé par rapport à notre époque. 17 millions d'euros ont été nécessaires pour financer les travaux du pôle Molière. Lauréat 2012 du prix bâtiment positif décerné par l'ADEME, les 6000 mètres carrés du complexe seront livrés à la fin de cet été. L'invité du journal à présent, bonsoir Muriel Guillemin. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association contre les nuisances sonores à Noisy-le-Roi et à Bailly également. Il y aura de l'animation à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École samedi matin dès 9h, puisque vous appelez avec 3 autres associations de riverains à manifester. Vous dénoncez notamment l'augmentation du trafic aérien ces dernières années et donc les hausses des nuisances. C'est bien ça. Quelles sont vos difficultés au quotidien? Exactement. En fait, aujourd'hui, nous sommes 4 associations de riverains qui représentent les habitants de 8 communes autour de la plaine de Versailles. Et nous appelons à manifester contre les dangers et les nuisances sonores de l'activité aérienne de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. Concrètement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quelles sont les nuisances au quotidien? Vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres ou... Alors, nous pouvons ouvrir nos fenêtres. En fait, il se trouve que cette plateforme est dans une zone urbanisée de 100 000 habitants. Et il y a vraiment que 2 trajectoires qui n'offrent aucune possibilité de sortie et d'entrée hors survol d'habitation. Donc nous sommes 100 000 habitants, ou presque, à être confrontés au quotidien
à ces nuisances sonores. Vous êtes installé depuis quand sur ce secteur, à proximité de l'aérodrome? Alors moi, j'y suis depuis 5 ans. Lorsque vous êtes arrivé, vous étiez au courant, vous l'avez découvert, ça s'est aggravé ces dernières années? Alors je l'ai découvert et effectivement, ça s'est considérablement aggravé. Donc il faut savoir globalement que l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École engendre 70 000 à 90 000 mouvements par an, mais répartis bien évidemment de la saison d'été, printemps-été, donc de avril à octobre. Et cela engendre 600 mouvements à peu près par jour. Donc vous imaginez qu'un jour dimanche ensoleillé, vous ne pouvez absolument pas profiter de votre jardin, étant donné que vous avez un avion de tourisme toutes les 2 à 3 minutes au-dessus de vos têtes ou juste à proximité, donc avec un vacarme infernal. Donc c'est intolérable et la situation ne peut pas rester telle qu'elle est aujourd'hui. Votre demande, vos demandes avec ces 4 associations, c'est la fermeture de l'aérodrome? Alors, avant de parler, radical. avant de parler d'avenir de l'aérodrome, nous souhaitons vraiment mettre en place 2 actions. Donc, c'est ce que nous demandons effectivement aux autorités compétentes, à savoir déjà l'interdiction de voler. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire instaurer des plages de silence pour les tours de piste et les vols locaux, qui représentent quand même 90% du trafic aérien de Saint-Cyr-l'École, les dimanches et les samedis, donc de avril à octobre, à compter de midi. Est-ce que vous avez échangé déjà avec les propriétaires de l'aérodrome, avec les utilisateurs aussi de ces hélicoptères, de ces avions? Alors, il faut savoir que, suivant les 4 associations que nous représentons, il y en a qui existent depuis déjà plus d'une dizaine d'années, qu'effectivement, il y a des réunions qui sont faites de temps à autre, que l'on appelle des comités de suivi. On a rencontré également le regroupement des usagers de Saint-Cyr-l'École avec son responsable, M. Souris. Et en fait, il s'ensuit des discussions, des réunions, mais sans décision formelle et définitive. Donc, en fait, on n'arrive pas à un entendement. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune amélioration? Est-ce qu'ils ont quand même modifié leurs appareils, peut-être aussi, pour que ça fasse moins de bruit? Alors effectivement, il y a eu justement depuis une dizaine d'années la mise en place de silencieux sur les avions de tourisme. En fait, on ne constate aucune amélioration, donc, parce que trop proche des habitations. En parallèle de ça, il y a une charte de l'environnement qui a été mise en place aussi pour les pilotes. Mais clairement, nous ne constatons aucune amélioration. Donc c'est pour ça que nous voulons agir et demandons aux autorités de nous aider. Donc en plus de la mise en place de plages de silence, nous souhaitons également que la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, avec qui nous sommes en contact régulièrement, travaille également sur la modification de trajectoire, étant donné que dans cette zone enclavée, c'est impossible d'être hors survol d'habitation. Et cette modification de trajectoire, nous imaginons qu'elle pourrait être au-dessus de la plaine de Versailles parce qu'il n'y a aucune habitation. Donc il faudrait effectivement revoir le plafond des vols. Aujourd'hui, la DGAC refuse pour des raisons de sécurité, mais à notre sens, avec l'urbanisation qui croît de plus en plus, parce qu'il y a des demandes de logement qui sont faites de partout, vous imaginez bien, la situation ne peut pas rester telle qu'elle avec les trajectoires qui sont aujourd'hui mises en place. Sur la question de la mise en place de ces plages de silence, le week-end par exemple, pour la direction de l'aérodrome, c'est insensé, il y aurait encore plus de nuisances le reste de la journée. Alors, il faut savoir qu'on a des nuisances toute la journée. Quand je vous dis effectivement que c'est un avion toutes les 2 à 3 minutes toute la journée. Donc vous préférez éviter avoir des plages de silence, que ce soit pire le reste de la semaine? Alors justement, si la semaine était comme le week-end, ce serait parfait. C'est ce que je vous disais. C'est pire le week-end. Tous les vols sont faits le samedi et dimanche, donc c'est insupportable. Nous, on ne peut absolument pas se reposer. On est comme tout le monde, on travaille la semaine. On a des jardins, c'est aussi pour en profiter le week-end. Outre l'aspect de nuisance sonore, il y a vraiment une notion aussi de danger, parce qu'ils survolent nos habitations, ils se croisent sur des trajectoires qui sont très étroites, entre 200 et 300 mètres. C'est rien pour des avions de tourisme. Et finalement, outre, je vous dis, cette fréquence, il y a des habitants qui ont peur de mettre leurs enfants dans les jardins. Vous avez certainement entendu encore à Montélimar, il y a une semaine, un avion qui s'est écrasé, faisant 2 morts. On ne va pas attendre qu'un avion s'écrase sur une maison avec des enfants décédés. Vous avez des liens avec les autres collectifs?
Est-ce que vous En vous basez termes de quoi sur les expériences, sur ce qu'ils ont pu obtenir sur d'autres régions? Alors, exactement, vous avez raison. En fait, nous constatons aussi que sur l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École, qui est donc le plus enclavé, le plus urbanisé, nous constatons vraiment une discrimination et une injustice en tant qu'habitants des Yvelines par rapport à d'autres aérodromes qui sont déjà présents, comme Toussus-le-Noble et Chavenay, qui, eux, ont des plages de silence, justement, les week-ends. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que nous demandons cela aussi, parce que finalement, ces plages de silence, ça aide au moins à avoir une certaine tranquillité pour les habitants à un certain moment de la journée. Est-ce que la municipalité vous soutient? Vous Alors, parliez de ces autres communes, mais sur Saint-Cyr. Tout à fait. Donc en fait, nous aurons la chance samedi matin d'avoir au moins 8 élus, soit des maires, donc entre Plaisir, Villepreux, Bois d'Arcy, Saint-Cyr-l'École. Donc là, les maires seront présents avec nous ce samedi matin. Et derrière, donc, on aura aussi le soutien de représentants d'élus à travers les Clés-sous-Bois, Bailly, Fontenay-le-Fleury, également Noisy-le-Roi. Nous avons aussi 2 conseillers généraux des Yvelines qui seront présents samedi matin. Donc heureusement, les élus nous soutiennent et veulent vraiment qu'on arrive à instaurer ces plages de silence. Donc c'est une forte mobilisation, ça commencera à partir de 9h. Vous attendez Exactement. combien de personnes? Nous aimerions être au minimum 300 personnes. Donc voilà, et notre but, c'est effectivement de prévenir les pilotes, de prévenir les autorités sur le respect, sur la tranquillité, sur les dangers que représente leur vol, parce qu'aujourd'hui, ils volent vraiment en toute impunité. Et donc, c'est ça que nous souhaitons décrire avec eux. Donc c'est une mobilisation pacifiste, ce sera calme. Exactement. Normalement, tout devrait bien se passer. Est-ce que vous avez Exactement. prévu de rencontrer la direction de l'aérodrome? Est-ce que vous allez leur remettre une pétition à l'issue de cette mobilisation? Tout à fait. Alors, nous souhaitons leur remettre des lettres avec les actions que l'on demande. Donc, action immédiate avec la plage de silence. Action à travailler également pour un changement de trajectoire. Donc, bien évidemment, ils seront au courant de nos actions. Et donc, nous espérons qu'ils réagiront très vivement et très rapidement. Sinon, nous continuerons nos actions. J'ai une dernière question à vous poser pour revenir à votre témoignage et aux difficultés que vous rencontrez. Est-ce que vous avez déjà pensé à déménager aussi? Pour le moment, non. Je suis très bien chez moi. Ce serait quand même dommage d'être obligé de déménager parce que les pilotes ne respectent pas, leur trajectoire, et deux, les nuisances que l'on a derrière. Donc on pense qu'on peut vraiment trouver des solutions. Pour que vous puissiez cohabiter. Voilà, on aimerait vraiment cohabiter. Donc le déménagement n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et en même temps, c'est vraiment, j'insiste, l'urbanisation est croissante. Donc tout le monde ne va pas. Sur la commune de Saint-Cyr, il y a beaucoup de réalisations immobilières, effectivement, de nouveaux habitants qui vont arriver et le problème va continuer. Déménager forcément. pour aller où? Voilà. Merci Muriel Guillemin d'être venue en plateau, présidente de l'association contre les nuisances sonores à Noisy-le-Roi et Bailly, et de l'animation donc à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École samedi matin dès 9h avec 3 autres associations de riverains. Vous appelez à manifester. Merci. Le centre d'information Europe Direct dans les Yvelines, partenaire de TV Fil depuis la semaine dernière à travers la séquence L'Europe et vous. À la veille du scrutin, nous vous expliquons le rôle de l'Union dans notre quotidien. Ce soir, le poids de l'Europe dans le développement des régions. Ces fonds servent tout simplement à lutter contre ce qu'on appelle la discrimination territoriale. En fait, ces fonds servent à, de manière barbare, c'est le développement économique, social et territorial d'une zone. Donc c'est-à-dire que ça sert en fait à éviter ce qu'on appelle par exemple les déserts hospitaliers. Donc ces fonds interviennent de manière très pratique, soit en finançant la construction d'infrastructures publiques, soit en finançant la rénovation de bâtiments. Donc notamment dans le cadre des déserts hospitaliers, les FEDER vont intervenir en finançant des hôpitaux par exemple. Quand il y a un chantier qui bénéficie de fonds FEDER, c'est tout simplement, il y a un grand panneau qui indique soutenu par la Commission européenne, financement FEDER. Donc il suffit qu'on se balade un peu en France et donc ces panneaux sont très visibles. Ça peut être économie, culture, ça peut être surtout aussi environnement. Là, on a un autre fonds qui intervient qui s'appelle le FEADER. Et alors, par exemple, ça peut, un exemple très concret, ça c'était un village en Pologne qui en fait était soumis à des bourrasques qui allaient généralement à plus de 100 km/h. Il y avait une zone qui avait été complètement polluée via
via une centrale chimique et en fait tout simplement via l'action du FEDER et du FEADER, ils ont dépollué la zone ils ont dépollué la zone et ils l'ont reforesté. C'est un investissement sur le long terme. On ne vise pas quelque chose qui va donner de la croissance économique tout de suite. Et c'est vraiment pour lutter contre les clivages régionaux, pour désenclaver les régions qui sont défavorisées. Là, donc c'est un travail qui se fait sur le long terme. Ça vise pas particulièrement en fait l'Île-de-France parce que tout simplement l'Île-de-France est une zone qui est suffisamment développée. Mais par exemple c'est tout ce qui est les régions qui en fait soit ont une géographie qui est particulièrement défavorable ou soit par exemple une région par exemple comme la Champagne-Ardenne, là effectivement des régions qui sont dans la nécessité, qui ont besoin, qui se trouvent en fait dans des situations locales, ont effectivement besoin de fonds FEDER et là le FEDER va davantage intervenir. L'Île-de-France, ça fait partie de ce qu'on appelle dans la classification européenne, on appelle ce qu'on appelle les NUTS. Donc l'Île-de-France est en NUTS 2 ou en NUTS 3, c'est-à-dire les zones qui sont bien développées économiquement où il n'y a pas besoin d'intervenir en la matière. Sport avec un événement d'envergure au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, la Coupe de l'Américaine du cyclisme. Nous en parlions déjà hier. Voici à présent le résumé de cette compétition en binôme où il faut bien sûr maîtriser la vitesse, mais aussi le passage de relais. Et là, c'est plus délicat. Anthony Reich, Jonathan Villeman. C'est peut-être le moment le plus spectaculaire de la course à l'américaine. Par équipe de 2, les concurrents se relaient en plein milieu du peloton, au cuissard ou à la volée, de main à main. La course à l'américaine est une épreuve de points, mais aussi de distance. Le but est de prendre des tours à l'adversaire. Les vainqueurs sont également partagés par les points acquis lors des sprints intermédiaires. Un règlement parfois complexe qui peine à attirer le public en tribune. C'est vrai qu'elle est complexe par elle-même et que les gens vont davantage vers le sprint, la poursuite ou même l'addition de points qui est la cousine de l'américaine. Mais c'est vrai que l'américaine a du mal à rentrer dans le public. Au sein de ce peloton d'une quarantaine d'unités, Thomas Bouda et Brian Cocard sont évidemment les grands favoris du jour. Le champion du monde de l'Omnium 2014 sort d'un stage avec l'équipe de France sur piste et veut évidemment décrocher cette Coupe de France. C'est encore plus stratégique parce que ça se fait vraiment à rien parce qu'on est souvent plein d'équipes au même niveau. Et ça se joue à une attaque, à un demi-tour près si on la place bien comme il faut. Thomas Bouda et Brian Cocard vont attaquer au moment idéal. Après 30 passages sur la ligne, l'équipe des Pays de la Loire reprend un tour au peloton et s'assure la victoire finale au fil des kilomètres. Les deux prodiges s'imposent finalement avec 3 tours d'avance, de quoi faire respectivement le plein de confiance avant les championnats d'Europe sur piste et le Tour de France. Santé avec les 70 ans des Blues Roses. Les Blues Roses, 4300 bénévoles répartis dans toute la France qui continuent de redonner le sourire aux malades à travers différents loisirs organisés au sein des établissements. Pour fêter cet anniversaire, le comité versaillais s'est réuni hier mercredi dans le hall de l'hôpital Mignot au Chesnay. L'occasion de se faire connaître davantage et pourquoi pas de recruter de nouveaux bénévoles car 70 ans après, l'action a toujours autant de succès auprès des malades. On n'apporte que du bien-être. On fait oublier les murs de l'hôpital et on a notre slogan « Souriez, c'est gagner ». En fait, quand on a eu un sourire, on a gagné la partie et c'est notre récompense. Quand on vient souvent comme nous, ils sont reconnus. Donc c'est « Ah tiens, tu reviens me voir », il y a des petites blagues sur « Qu'est-ce que tu as fait depuis le mois dernier ?» Enfin bon, voilà, il y a un petit lien quand même qui se crée et c'est très sympa, quoi. Propos recueillis par Yolène Thorez et Elodie Moine. Nous terminons ce journal avec l'étape yvelinoise du Paris Fermier. C'est un salon qu'organisent eux-mêmes les producteurs une dizaine de fois dans l'année à travers la France. Le week-end dernier, c'était à Rambouillet et parmi les 120 exposants, certains sont d'anciens citadins à la recherche d'un autre mode de vie. Catherine Zulato. Je peux faire écouter si vous voulez un code de bruit. Jacques Charmetan a travaillé pendant 10 ans dans l'agroalimentaire. À près de 40 ans, en 1993, il décide de changer de vie et de se lancer avec son épouse Caroline comme vigneron dans le Beaujolais. Avec du recul, c'était un peu de la folie, mais on est parti là-dessus. Il a dû se former aux méthodes de l'œnologie et son rêve est devenu réalité, mais au prix de beaucoup d'efforts. Ce qui a été dur au départ, c'était de pouvoir s'installer dans un vignoble où il n'y avait pas encore la crise comme aujourd'hui, donc il n'y avait pas de place pour les étrangers. Donc ça, c'était pas évident de trouver du foncier pour s'installer, une maison, etc.
faut démarrer. Voilà, c'est un métier, c'est un métier à multiples facettes, assez compliqué, assez exigeant. Et voilà, où on n'a qu'une expérience par an au niveau du vin, puisqu'on fait le vin qu'une fois par an. On était porté par une espèce d'inconscience, un rêve, etc. Ça fait qu'on déploie une énergie extraordinaire pour arriver à nos fins. Ce qui a aujourd'hui changé dans la vie de Caroline et Jacques, c'est leur quotidien. La nature est exigeante, mais elle leur rend bien. De la qualité et puis du bio, pas trop cher, honnête compris. Honnêteté, c'est aussi le qualificatif que l'on pourrait attribuer au travail de Laurence Sager. Il y a 20 ans, cette préparatrice en pharmacie quitte l'Alsace pour le Gard et ses champs d'amandes en friche. Mon mari a repris des champs qui étaient à l'abandon, on a recommencé à y travailler et puis petit à petit, voilà, on est là aujourd'hui. Donc on transforme, déjà on produit, on transforme et on vend directement. Souvent on oublie les années un petit peu difficiles et on pense au départ, on a commencé à transformer dans notre cuisine, on avait 2-3 produits dans notre cuisine et puis tout d'un coup on s'est retrouvé avec une grande gamme, un labo et donc on s'est dit qu'en 20 ans on a quand même fait pas mal de chemin. Aujourd'hui ça commence à aller doucement, on a eu le premier prix du mérite agricole en développement durable. Donc c'est un prix national qu'on a eu en janvier. Donc c'est là qu'on se rend vraiment compte qu'on a fait quelque chose d'intéressant. Le plus compliqué, concède Laurence, c'est de ne pas connaître les bonnes filières et les bonnes méthodes de vente. Mais l'amande française rencontre maintenant son succès. Un succès construit aussi avec l'association Paris Fermier, un groupement de producteurs fermiers qui, il y a 22 ans, a fait le choix d'aller à la rencontre des consommateurs. C'est amener les produits du terroir aux citadins et écouter ce que les citadins ont à dire sur les produits du terroir et sur la campagne en général. Les citadins veulent certaines choses, veulent certains produits, ils ont raison et nous on leur amène de l'authenticité et c'est ce qu'ils cherchent. Et cela fonctionne. En 8 ans, le salon annuel de Rambouillet est passé de 3 000 à 18 000 visiteurs. Prochain journal, même heure, ce vendredi, je recevrai Guillaume Porcheron, chargé de mission développement durable à Vélizy-Villacoublay. Une ville engagée dans la biomimétique, c'est une cité qui se base sur le rythme de l'écosystème. La ville qui se calque sur la nature. Les détails demain. Très bonne soirée.